Vladimir Marinov, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Le Démiurge et le Funambule. Alors pourquoi ce titre qui peut paraître curieux pour le moins, et je ne vois pas bien son rapport ni avec les concepts psychanalytiques ni avec les figures de Brancusi et de Giacometti. Ce titre, en effet, n'est pas directement inspiré par des concepts psychanalytiques, mais à première vue par la simple observation de la façon dont Brancusi et Giacometti travaillaient. L'un, Brancusi, travaillait comme un dieu. L'un de ses œuvres capitales s'intitule Prométhée, qui est un démiurge. Une autre œuvre s'intitule Le commencement du monde, tandis que Giacometti, lui, travaille comme un funambule, conçoit sur le fil du rasoir la mort toujours à ses trousses. Mais en même temps, on peut constater qu'il y a une situation paradoxale, c'est-à-dire qu'il y a du démiurgique chez Giacometti et de funambulesque chez Brancusi. Je dirais même qu'une œuvre comme La colonne infinie, qui est une des dernières œuvres de Brancusi, c'est le comble d'une œuvre funambulesque parce qu'on on peut grimper à l'infini sur cette colonne à ses risques et périls. Mais il est vrai que, d'une façon manifeste, c'est que au niveau de l'œuvre de Giacometti qu'on trouve des œuvres funambulesques comme un dessin qui s'appelle justement La funambule, ou alors Le chariot, Bourse suspendue, Fleurs en danger, et même ces fameux hommes qui marchent. Par ailleurs, cette opposition démiurge funambule n'est pas sans rappeler deux types psychologiques analysés par Michael Balint, l'ognophile et le philobate. Néanmoins, dans cette opposition démiurge funambule, l'accent tombe moins sur le souhait de garder des objets plus ou moins près de soi-même et davantage sur cette capacité de créer et de concevoir sur la corde raide dans une situation de risque perpétuel. Je pourrais dire aussi qu'à certains égards, Brancusi est plus proche d'un art d'inspiration néolithique et Giacometti d'un art qui trouve ses racines finalement dans l'art paléolithique. Alors pourquoi avez-vous voulu comparer deux sculpteurs qui sont si différents finalement et qui semblent s'être peu rencontrés à la fois sur le plan personnel et artistique? Sans doute pour des raisons personnelles. Je suis né en Roumanie et j'ai passé souvent mon enfance dans un village du sud de la Roumanie, assez proche de celui dans lequel Brancusi est né. La spiritualité et le folklore roumain me sont assez familiers. Au tout début des années 80, lorsque j'ai émigré en France, j'ai eu l'occasion, pour des raisons familiales également, s'agissant d'une famille par alliance, de visiter très souvent l'exposition permanente de Giacometti qui se trouve à Zurich. Et par la suite, j'ai vu un nombre considérable d'autres expositions temporaires de Giacometti qui ont été organisées dans le monde entier. Le génie tellement différent de Giacometti par rapport à celui de Brancusi m'a saisi. Une autre occasion qui m'a déterminé de comparer les deux sculpteurs fut la découverte d'un dessin de Giacometti qui avait environ 20 ans de moins que Brancusi, un dessin qui date de 1927 dans lequel il dessine sa femme cuillère à côté d'un oiseau en espace de Brancusi. C'est-à-dire qu'on peut dire que les deux artistes font en quelque sorte couple et on voit d'emblée l'existence d'une grande différence stylistique entre les deux sculpteurs. Brancusi privilégie les formes arrondies, blanches, lumineuses, et finalement, une de ses thématiques essentielles, c'est l'idée de l'envol. Tandis que Giacometti
privilégie les formes creuses, le gris, le rugueux également, et il va affirmer dans un texte célèbre: « Je fais certainement de la peinture et de la sculpture pour me défendre contre la faim, contre le froid, contre la mort. » Finalement, on pourrait dire que c'est la métaphore alimentaire, entre guillemets, qui prime dans son œuvre. En même temps, Brancusi, c'est un sculpteur qui croit dans la beauté et dans la perfection de ses œuvres, tandis que Giacometti doute toujours quant à la qualité finale de ses œuvres. Il a toujours besoin de recommencer. L'un travaille dans la matière dure et l'autre dans une matière malléable. Brancusi est plus proche de la culture orale et Giacometti de la culture livresque. Alors votre livre, puisqu'on parle de culture livresque justement, votre livre est plutôt volumineux. Comment est-ce que vous avez arrangé les divers chapitres qui semblent pourtant indépendants pour qu'ils puissent former un tout cohérent? Je pense que je me suis laissé porter par la technique de l'écoute librement flottante, qui est une écoute typiquement psychanalytique. C'est-à-dire que je considère que l'œuvre de ces deux sculpteurs, même s'ils sont morts, est toujours parlante et vivante. En cela, je me place dans une filiation freudienne, notamment dans la filiation du célèbre texte très controversé d'ailleurs, mais toujours très intéressant, de Freud, qui s'intitule « Un souvenir d'enfance » de Léonard de Vinci, où Freud soutient que finalement c'est la séduction que le monde adulte acquiert par rapport à l'enfant qui représente une des racines principales de l'inspiration de l'artiste. Néanmoins, à côté de cette séduction de par l'énigme de la sexualité adulte, je considère qu'il y a également la fascination et l'énigme des objets culturels et des objets naturels qui présentent également une grande fascination pour le futur artiste qui inspire dès son petite enfance les œuvres à venir à l'âge adulte. Différemment aussi de Freud et d'autres psychanalystes qui ont suivi, je ne me contente pas de m'arrêter sur un nombre relativement limité d'œuvres, fût-elles importantes, mais à travers cette écoute librement flottante, j'essaye de prendre en considération une gamme la plus large possible d'œuvres, parfois achevées, mais parfois balbutiantes et inachevées. Ce qui est tout à fait fascinant dans l'analyse de ces deux sculpteurs, c'est le fait que malgré le fait que ces sculptures sont des œuvres muettes, elles ont une capacité extraordinaire de nous parler, comme si elles avaient engrangé une sorte de mémoire corporelle préverbale, mémoire corporelle dont les écrits psychanalytiques contemporains ne font qu'entrevoir l'énorme richesse. Et par rapport à cette question de la cohérence de mon travail, je considère que l'ensemble des chapitres qui touchent la question de l'archaïque, de l'inconnu, de la tendresse et de la cruauté, du masculin et du féminin, de l'histoire et de la préhistoire, finalement peuvent se regrouper autour de ces deux thématiques majeures, celles du démiurgique et du funambulesque. Alors pouvez-vous dire quelques mots supplémentaires sur cette relation qui semble finalement presque énigmatique entre Brancusi et Giacometti, et dire aussi quelques mots sur ce que vous avez apporté de nouveau selon vous à la fois à la psychanalyse et à l'histoire de l'art à travers cet ouvrage. En 1927, lorsque, comme on vient de le dire, Giacometti expose sa femme cuillère à côté de l'oiseau en espace de Brancusi, il écrit à son père: « C'est l'unique chose que je sens plus forte que la mienne. » 30 ans plus tard,
dans un texte qui s'appelle La voiture démystifiée, Giacometti affirmera que Brancusi se placerait davantage du côté de la création des formes utilitaires, des machines et des voitures, que du côté artistique. Il y a là une sorte de renversement spectaculaire dans la façon dont Giacometti perçoit et apprécie Brancusi, qui reste en effet énigmatique, et il est très difficile d'être résumé en quelques mots. Ce n'est que parcourir l'ouvrage dans son ensemble qu'on peut voir toute la complexité de la relation entre ces deux artistes. Néanmoins, je pense que on peut dire quand même, je pourrais dire quelques mots sur cette énigme, notamment sur le fait que, malgré le fait que Brancusi, bien sûr, se place davantage du côté de l'art abstrait, ce qu'on appelle l'art abstrait, même si je trouve que ce mot d'abstrait ne convient pas parfaitement à son œuvre. Et de l'autre côté, Giacometti, notamment surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale, revient à la fascination d'un travail d'après-modèle. Il est fasciné par le visage humain et par le corps humain, même si l'un est davantage fasciné par le toucher pratiquement aveugle. Une de ses œuvres s'appelle Sculpture pour aveugles, et l'autre davantage fasciné par cette articulation entre le travail de la main et celui du regard, notamment du regard qui s'adresse, qui est inspiré par un visage humain. Il existe néanmoins certaines analogies assez profondes entre ces deux sculpteurs. Premièrement, tous les deux sont touchés par une spiritualité byzantine qui n'est pas si manifeste. Deuxièmement, il y a une fascination pour certaines questions fondamentales qui touchent à la fois l'historien de l'art, l'artiste et le psychanalyste. Des questions du genre qu'est-ce qu'une tête, qu'est-ce qu'un cœur, qu'est-ce qu'un ventre et quel rapport entre ces organes, quel est le rapport entre le regard et la main, l'avidité de la bouche et celle du regard, entre une forme humaine et une forme animale ou végétale, entre la gestation féminine et la pénétration masculine, entre une séduction excitante et une perte irréparable, entre le jeu de l'enfant et la créativité de l'adulte, entre le colossal et le lilliputien, entre une forme abstraite et une forme organique, entre un chiffre et un mot, entre le sommeil et le rêve, entre l'inconscient et l'informe. Dans leur atelier, qui n'est pas sans rappeler le cabinet du psychanalyste, et plus particulièrement le cabinet de Freud, qui aimait s'entourer d'une multitude de statues, prend naissance une cohorte de personnages qui dialoguent entre eux, mus par une quête de savoir irrépressible. Bref, ces deux sculpteurs nous rappellent le fait que l'être humain, même s'il est toujours à la recherche de son socle, n'est pas fait d'un seul bloc. La matière minérale, avec laquelle travaille l'artiste, qui s'approche davantage de la mollesse du cadavre ou de la dureté du squelette, s'anime à travers la liberté de la main et de l'esprit qui plonge ses racines dans l'inconscient, et de leur pouvoir d'incarner l'immortalité de l'éros qui traverse les générations. Ces deux artistes nous rappellent ainsi que derrière le conflit inéluctable entre Oedipe et Narcisse, qui est central dans toute analyse, dans tout travail psychanalytique, on retrouve également chez nos patients les plus fragiles et les plus funambulesques l'espoir d'une créativité plus ou moins démiurgique.